Au fil des âges, la Terre a connu de multiples transformations climatiques majeures qui ont profondément façonné son environnement, sa biodiversité et, en dernière instance, l'évolution même de la vie. Parmi ces bouleversements, les cycles glaciaires-interglaciaires occupent une place fondamentale dans l'histoire naturelle de notre planète. Leur compréhension est essentielle car ils illustrent avec évidence la dynamique complexe du climat terrestre à l'échelle des centaines de milliers à plusieurs millions d'années. Abordons donc dans cette première partie une présentation claire et détaillée des cycles glaciaires-interglaciaires, en commençant par définir précisément ces notions, avant d'explorer les principales époques concernées et d'en analyser l'importance pour l'histoire de la Terre. Le terme « cycle glaciaire-interglaciaire » désigne une alternance rythmée de périodes plus ou moins longues, au cours desquelles la surface du globe subit des variations climatiques extrêmes. Pendant une période glaciaire ou ère glaciaire, de vastes régions du globe, notamment dans les hautes latitudes et les continents nordiques, sont recouvertes d'immenses calottes glaciaires et de glaciers. Ces masses de glace avancent, modifiant profondément la géographie locale. Les niveaux des mers descendent, les paysages se transforment et les écosystèmes sont soumis à des contraintes drastiques. À l'inverse, les périodes interglaciaires correspondent à des phases où le climat est plus tempéré, souvent semblable à celui que nous connaissons actuellement. La glace se retire progressivement, les mers remontent à des niveaux plus élevés et la végétation ainsi que la faune s'adaptent à ces conditions plus clémentes. Ce cycle de va-et-vient entre glaciation et réchauffement s'est répété de nombreuses fois depuis plusieurs millions d'années. Le concept même de glaciation a été forgé au XIXe siècle, lorsque des scientifiques ont découvert, grâce aux travaux pionniers de chercheurs tels que Louis Agassiz, des traces évidentes d'anciens glaciers dans des régions non glaciées aujourd'hui, témoignant d'un passé beaucoup plus froid. Depuis, la recherche en géologie, paléoclimatologie et géochronologie a permis d'identifier précisément ces périodes et de reconstituer les fluctuations climatiques anciennes. Les cycles glaciaires sont intimement liés à l'ère géologique appelée le Quaternaire, qui débute il y a environ 2,58 millions d'années et se poursuit jusqu'à nos jours. Le Quaternaire est caractérisé par l'apparition et le développement des hominidés, ainsi que par cette succession répétée de glaciations. Avant cela, d'autres périodes glaciaires existaient, mais les cycles connus du Quaternaire sont particulièrement marqués par leur régularité et leurs conséquences sur la biosphère. Au sein du Quaternaire, on distingue en particulier le Pléistocène, une époque s'étendant de 2,58 millions d'années à environ 11 700 ans avant notre ère, qui fut largement dominée par ces glaciations successives. Le Pléistocène comprend plusieurs cycles glaciaires interglaciaires, chacun pouvant durer plusieurs dizaines de milliers d'années. Le plus récent, appelé la dernière glaciation, ou WURM en Europe, ou Wisconsin en Amérique du Nord, s'est terminé il y a environ 11 700 ans, donnant naissance à l'Holocène, la période interglaciaire actuelle. L'importance de ces cycles pour l'histoire de la Terre et la vie qui s'y développe ne saurait être sous-estimée. Les périodes glaciaires ont influencé l'évolution des espèces, provoqué des déplacements massifs de populations animales et humaines, façonné le relief par l'érosion glaciaire et la formation de moraines, et modifié les océans et l'atmosphère en perturbant la composition chimique et les courants. Par exemple, la montée et la descente des niveaux marins, dues à l'accumulation ou à la fonte des glaces, ont ouvert ou fermé des passages terrestres stratégiques, favorisant ou freinant les migrations des espèces, y compris celles des premiers humains. De plus, les variations climatiques ont offert des opportunités d'adaptation et d'innovation aux organismes vivants, mais ont aussi créé des périodes de stress intense
pouvant mener à des extinctions. Enfin, cet enchaînement cyclique est un témoignage de la sensibilité de la planète aux variations astronomiques et aux interactions complexes entre l'atmosphère, les océans, la cryosphère et la biosphère. Il constitue un fondement pour comprendre non seulement le passé, mais aussi les dynamiques actuelles et futures du climat terrestre. Ainsi, en guise d'ouverture, ce survol des cycles glaciaires interglaciaires nous invite à analyser ensuite les mécanismes profonds qui sous-tendent ces phénomènes, notamment les forçages astronomiques, avant de plonger plus en détail dans les richesses des archives climatiques et leurs impacts sur la vie et le paysage. Ce voyage dans le temps long commence donc par un cadre clair et solide qui nous aidera à mieux appréhender la complexité fascinante du climat de la Terre. Après avoir posé les fondations en présentant les cycles glaciaires interglaciaires, il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents qui orchestrent ces rythmes climatiques à grande échelle. Une des clés majeures de cette complexité réside dans les forçages astronomiques, souvent désignés sous le nom de forçage de Milankovitch. Ils constituent l'explication principale des variations cycliques du climat terrestre sur des échelles de temps de dizaines à centaines de milliers d'années. Comprendre ces forçages nous permettra de saisir pourquoi la Terre alterne entre périodes glaciaires et interglaciaires, et pourquoi ces cycles suivent un rythme si particulier et régulier. Le nom de Milutin Milankovitch, un astrophysicien et climatologue serbe du début du XXe siècle, est étroitement lié à cette théorie. Sa contribution fut révolutionnaire. Il a démontré comment les variations périodiques de la position et du mouvement de la Terre dans l'espace modifient la distribution et l'intensité du rayonnement solaire reçu à la surface de notre planète, et comment cela peut induire des changements climatiques majeurs. Ces forçages reposent principalement sur trois paramètres fondamentaux de l'orbite terrestre autour du Soleil: l'excentricité, l'inclinaison ou obliquité de l'axe de rotation terrestre et la précession. Commençons par l'orbite terrestre elle-même. Contrairement à une idée simpliste, l'orbite de la Terre n'est pas un cercle parfait, mais une ellipse, plus ou moins aplatie, selon une périodicité d'environ 100 000 ans. Ce paramètre est appelé excentricité. Lorsque l'orbite est plus elliptique, la distance entre la Terre et le Soleil varie davantage au cours de l'année, influençant l'énergie solaire reçue globalement et saisonnièrement. Par exemple, lors des phases d'excentricité élevée, les étés dans une hémisphère peuvent être plus chauds si la Terre est plus proche du Soleil durant cette saison, ou au contraire, plus froid lorsque la Terre est plus éloignée. Ensuite, l'inclinaison de l'axe terrestre, c'est-à-dire l'angle entre l'axe de rotation de la Terre et la perpendiculaire au plan de son orbite autour du Soleil, varie sur un cycle d'environ 41 000 ans, oscillant entre environ 22,1 degrés et 24,5 degrés. Cette variation modifie la sévérité des saisons. Une inclinaison plus importante accentue la différence entre été et hiver. Les étés deviennent plus chauds, les hivers plus froids, tandis qu'une inclinaison moindre tend à modérer cette différence. Cette modulation saisonnière est crucialement liée aux conditions favorisant l'accumulation ou la fonte des glaces dans les hautes latitudes. Enfin, la précession représente le troisième forçage majeur. La Terre oscille comme une toupie, ce qui entraîne une rotation lente de son axe au cours d'un cycle d'environ 23 000 ans. Cette oscillation a pour effet de déplacer dans le temps la date des solstices et équinoxes par rapport au point de l'orbite terrestre autour du Soleil. En d'autres termes, la précession modifie le moment où surviennent les différentes saisons dans l'orbite elliptique, influençant ainsi les contrastes saisonniers et la distribution de la radiation solaire entre hémisphères.
L'interaction de ces trois paramètres, excentricité, inclinaison et précession, génère une combinaison complexe de variations du rayonnement solaire reçu par la Terre, créant ainsi des cycles multiples avec des périodes caractéristiques proches de 100 000, 41 000 et 23 000 ans. Il est important de souligner que ces changements affectent principalement la distribution géographique et saisonnière de l'énergie solaire, plus que son intensité globale. Ce sont donc les variations spatiales et temporelles d'ensoleillement qui induisent des modifications climatiques fondamentales, notamment dans les hautes latitudes, où la glace peut s'accumuler ou fondre selon ces variations. La théorie de Milankovitch a été validée et enrichie grâce à des analyses paléoclimatiques modernes qui montrent que les variations du climat global, telles que les fluctuations des glaciations du Quaternaire, suivent de très près ces périodicités astronomiques. Les données issues des carottages glaciaires et sédimentaires révèlent clairement ces cycles, traduisant dans la composition isotopique de l'eau ou les pollens fossiles l'alternance des phases froides et chaudes. Cependant, les forçages de Milankovitch n'agissent pas seuls. Ils fonctionnent comme un métronome qui commande le tempo des cycles glaciaires. Mais l'amplitude des réponses climatiques dépend aussi de nombreux autres facteurs, tels que la concentration en gaz à effet de serre, les changements dans la circulation océanique, les rétroactions liées à la couverture en glace ou la végétation, ainsi que les changements tectoniques de longue période. Pour résumer, ces forçages astronomiques expliquent l'existence d'un battement rythmique du climat sur le long terme, à travers l'excentricité qui module la forme de l'orbite, l'inclinaison qui règle l'intensité des saisons, et la précession qui détermine le phasage des saisons dans cette orbite elliptique. Ensemble, ils dessinent la trajectoire énergétique fondamentale qui conditionne la dynamique des glaciations et des interglaciaires. Cette compréhension nous prépare à explorer, dans la suite de ce voyage, comment précisément ces variations orbitales se traduisent en changements climatiques, comment elles influencent la croissance et le recul des calottes glaciaires, et comment nous pouvons déchiffrer ces phénomènes à travers les archives naturelles. Elle nous invite aussi à réfléchir à la manière dont l'humanité s'est adaptée aux bouleversements climatiques cadencés par le cosmos depuis des centaines de milliers d'années. Après avoir introduit les trois principaux forçages astronomiques établis par Milutin Milankovitch, l'excentricité, l'inclinaison et la précession, nous pouvons désormais approfondir la manière dont ces variations orbitales influencent directement l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires. Ces fluctuations climatiques majeures qui rythment l'histoire climatique de notre planète. Au cœur de cette relation se trouve la quantité et la distribution de l'énergie solaire reçue par la Terre, autrement appelée insolation. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas une simple variation globale de la quantité totale de rayonnement solaire qui déclenche les cycles glaciaires, mais plutôt une modulation complexe de l'insolation, surtout dans les hautes latitudes et selon les saisons. Cette modulation provoque des variations dans le bilan énergétique terrestre, affectant l'accumulation ou la fonte des glaces et, par extension, le climat général. L'excentricité de l'orbite terrestre, avec son cycle d'environ 100 000 ans, modifie la forme de l'ellipse parcourue autour du Soleil. Quand l'excentricité est élevée, la distance Terre-Soleil varie davantage au cours de l'année, accentuant la différence de rayonnement électromagnétique reçu selon les saisons. Toutefois, cette variation à elle seule est relativement faible en termes d'impact énergétique global. Le rôle majeur revient en réalité à l'interaction entre cette excentricité et la précession. La précession, par un mouvement de rotation de l'axe terrestre sur un cycle de 23 000 ans, détermine quand surviennent les saisons dans l'orbite elliptique. Si l'été d'un hémisphère coïncide avec la proximité maximale au Soleil, périhélie, les étés sont alors plus chauds,
favorisant la fonte des glaces. À l'inverse, si l'été correspond au point le plus éloigné, Aphélie, les températures estivales sont plus fraîches, encourageant l'accumulation de glace. De son côté, l'inclinaison de l'axe terrestre, variant sur un cycle de 41 000 ans, détermine la sévérité des saisons. Une inclinaison plus marquée intensifie les contrastes saisonniers, tandis qu'une inclinaison moindre les atténue. Ces variations ont une influence directe sur le bilan énergétique des hautes latitudes, zones où la présence ou l'absence de glace affecte fortement l'albédo, c'est-à-dire la capacité de la surface terrestre à réfléchir la lumière solaire. Une augmentation de la couverture glaciaire, avec son fort albédo, renvoie plus d'énergie solaire dans l'espace, ce qui renforce le refroidissement et peut déclencher un cercle vicieux d'intensification glaciaire. Un point fondamental réside donc dans les conditions estivales particulièrement froides aux hautes latitudes, nécessaires pour que la glace accumulée en hiver ne fonde pas entièrement pendant l'été. Ainsi, la combinaison des cycles d'excentricité, d'inclinaison et de précession module l'insolation estivale dans les régions polaires, condition clé pour le début d'une glaciation. Ces variations orbitales ne se traduisent pas uniquement par une modulation directe de l'énergie solaire reçue, elles induisent également des rétroactions importantes à l'intérieur du système climatique terrestre. Parmi les plus connus figure le rôle des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, CO2. Par exemple, lors du refroidissement dû à une faible insolation estivale, les océans absorbent davantage de CO2 atmosphérique, réduisant cet effet de serre et accentuant le refroidissement. Inversement, lors des phases de réchauffement, le dégazage océanique augmente la concentration en CO2, amplifiant le réchauffement global. De plus, l'albédo élevé des grandes calottes glaciaires agit comme un amplificateur en réfléchissant plus de lumière solaire, tandis que lors des interglaciaires, la réduction des glaces diminue cet effet réfléchissant, entraînant une absorption accrue de la chaleur solaire. Par ailleurs, les variations orbitales influencent aussi les courants océaniques et atmosphériques, modifiant les transports de chaleur à l'échelle planétaire et contribuant aux variations régionales climatiques qui accompagnent les cycles glaciaires interglaciaires. En synthèse, l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires relève donc d'un métronome astronomique externe, les forçages de Milankovitch, qui rythment la distribution temporelle et géographique de l'énergie solaire reçue. Cette modulation pilote l'accumulation ou le recul des glaces polaires, ce qui est renforcé et modulé par une cascade de rétroactions complexes au sein du système terrestre, impliquant l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et la biosphère. Il faut noter que les dernières recherches ont montré que, bien que le cycle de 100 000 ans soit prédominant dans les données du dernier million d'années, les explications ne sont pas seulement simples. En effet, les variations de l'excentricité n'entraînent qu'un faible changement direct de l'insolation, mais leurs effets sont amplifiés par les rétroactions internes du système climatique, expliquant l'importance remarquable de ce rythme. Cette compréhension du lien entre variations orbitales et cycles climatiques est un des piliers majeurs de la paléoclimatologie moderne. Elle permet aussi d'éclairer les dynamiques climatiques passées pour mieux prévoir les évolutions futures. Dans le prolongement de cette réflexion, il est indispensable d'étudier les archives naturelles qui conservent la mémoire de ces fluctuations, comme les carottes de glace ou les sédiments lacustres, qui seront abordés dans les prochaines parties. Pour comprendre les cycles glaciaires et interglaciaires et leur évolution, les chercheurs s'appuient sur des archives naturelles qui conservent la mémoire des climats passés. Parmi ces archives, les carottes de glace occupent une place d'exception en raison de leur richesse et de leur précision. Elles offrent un témoignage direct de l'atmosphère et du climat
sur des centaines de milliers d'années, parfois même plus d'1 million. Avant d'aborder l'interprétation des données, il est crucial de saisir comment ces carottes sont prélevées et datées, garantissant ainsi la justesse des reconstitutions paléoclimatiques. Les carottages glaciaires sont réalisés dans les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique, ainsi que sur certains glaciers de haute altitude, par exemple dans les Andes, l'Himalaya ou les montagnes de l'Arctique. Ces régions possèdent des couches de neige compactées qui se transforment lentement en glace. Chaque année, la neige tombée est compressée par le poids des nouvelles chutes, emprisonnant dans chaque couche des bulles d'air, témoignage précieux de l'atmosphère passée. Le prélèvement d'une carotte glaciaire est une opération délicate et complexe qui nécessite des instruments spécifiques. Les scientifiques utilisent un système de forage à moteur, souvent hydraulique ou électrique, équipé de trépans creux, conçus pour extraire un cylindre de glace étroit mais continu, pouvant mesurer plusieurs centaines de mètres de long. Cette opération peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, car il faut s'assurer de la qualité de la carotte et éviter toute contamination ou dégradation de la glace. Les sites de forage sont choisis avec soin, en privilégiant des zones où les conditions climatiques ont permis une accumulation relativement continue et calme de la neige, sans interruption majeure, due à des avalanches ou à un fort mouvement des glaciers. Une fois extraite, la carotte est conditionnée dans des tubes isolants et maintenue à une température proche de celle de la glace in situ, généralement en dessous de 30 degrés skiés, afin d'éviter toute fonte et préservation optimale des échantillons. Elle est ensuite transportée vers des laboratoires spécialisés où les analyses débutent. La datation des carottes de glace repose sur plusieurs méthodes complémentaires. La première est la stratigraphie. Chaque couche annuelle correspond à une saison de neige accumulée, ce qui permet dans les basses profondeurs, où les couches sont distinctes, de compter année après année comme un véritable dendrochronologie de la glace. Toutefois, cette méthode directe devient plus difficile à appliquer en profondeur, car les couches se déforment et s'amincissent avec le poids. Pour les périodes anciennes, on recourt alors à des méthodes de datation indirectes. Parmi elles figure la stratigraphie glaciologique couplée à des corrélations isotopiques, particulièrement les isotopes de l'oxygène, O16 et O18, qui tracent la variation des températures passées et permettent de synchroniser les profils de différentes carottes. Les techniques radiochronologiques jouent aussi un rôle important. Par exemple, la mesure des isotopes radioactifs à courte durée de vie, comme le tritium ou le carbone 14, permet de dater précisément des couches plus récentes, tandis que les isotopes cosmogéniques piégés dans la glace complètent cette datation. Pour les couches plus anciennes, la modélisation de la déformation glaciaire sert à estimer les âges. Par ailleurs, les bulles d'air emprisonnées dans les carottes constituent une archive atmosphérique directe. Leur analyse permet de mesurer la concentration des gaz atmosphériques, dioxyde de carbone, méthane, oxygène, offrant une compréhension fine des interactions entre composition atmosphérique et climat. La corrélation de ces données à la stratigraphie isotopique garantit une datation robuste. Enfin, les carottes de glace renferment également des poussières, des cendres volcaniques et d'autres particules qui renseignent sur les événements géologiques et atmosphériques passés, parfois aidant à calibrer la chronologie. Cette précision et cette diversité de données font des carottes de glace un pilier inestimable pour la paléoclimatologie. Elles ont permis de reconstituer, avec un grand degré de confiance, les cycles climatiques du Quaternaire, révélant la succession des glaciations et des interglaciaires sur plusieurs centaines de milliers d'années. Ainsi, la méthode rigoureuse de prélèvement, le soin apporté à la conservation et la diversité des techniques de datation garantissent que les carottes glaciaires
sont bien plus que de simples colonnes de glace. Elles sont des fenêtres ouvertes sur les climats anciens et les mécanismes complexes qui les sous-tendent, préparant le terrain pour une interprétation des indices isotopiques et gazeux qui seront abordés dans la suite de notre exploration. Poursuivons notre exploration des archives paléoclimatiques en nous intéressant à l'une des méthodes les plus révélatrices pour reconstituer les climats passés: l'interprétation des isotopes stables présents dans les carottes de glace, notamment ceux de l'oxygène et de l'hydrogène. Ces isotopes sont des marqueurs essentiels permettant de déduire les variations de température et d'autres paramètres environnementaux sur des dizaines, voire centaines de milliers d'années. Pour commencer, qu'entend-on par isotopes stables? Contrairement aux isotopes radioactifs qui se désintègrent avec le temps, les isotopes stables sont des variantes d'un élément chimique qui diffèrent par leur nombre de neutrons, mais ne se désintègrent pas. Parmi les isotopes stables les plus étudiés dans le contexte des carottes de glace, on trouve les deux isotopes de l'oxygène, O16 et O18, ainsi que deux isotopes de l'hydrogène, H1, protium, et H2, deutérium. La composition isotopique de l'eau glacée reflète les conditions climatiques au moment où la neige est tombée et s'est transformée en glace. Lorsqu'il fait plus froid, les processus d'évaporation, de condensation et de précipitation sélectionnent préférentiellement certains isotopes en fonction de leur masse. Par exemple, l'eau contenant les isotopes plus lourds, tels que l'O18 et le deutérium, a tendance à s'évaporer moins facilement, mais aussi à se condenser plus tôt dans l'atmosphère. En conséquence, lors de températures basses, ces isotopes lourds sont moins abondants dans la neige qui atteint les régions polaires. À l'inverse, en période plus chaude, les précipitations en régions froides contiennent proportionnellement davantage d'isotopes lourds. Pour mesurer cette composition isotopique, les scientifiques analysent dans les laboratoires les rapports entre isotopes lourds et légers, exprimés sous forme de ratios tels que le delta O18, D18O, ou delta deutérium, DD. Ces valeurs indiquent la proportion relative d'isotopes lourds comparée à une norme standard. Comment ces données se traduisent-elles en informations climatiques? Les profils verticaux des valeurs isotopiques dans les carottes de glace révèlent des oscillations qui peuvent être corrélées avec les températures passées. Une baisse du rapport isotopique indique généralement des températures plus froides, donc des phases glaciaires, tandis qu'une augmentation pointe vers des périodes interglaciaires plus chaudes. Au-delà de la température, les isotopes stables permettent aussi d'inférer des informations sur l'humidité, les régimes de précipitation et les mouvements atmosphériques. Par exemple, la pente de la relation entre DD et D18O peut révéler la nature des processus d'évaporation et de condensation ayant affecté les masses d'air. Cela enrichit la compréhension des dynamiques climatiques locales et régionales. La comparaison entre analyses isotopiques de différents sites glaciaires, comme le Groenland et l'Antarctique, met aussi en lumière des différences dans l'intensité et la rapidité des changements climatiques, ainsi que des décalages temporels révélateurs, des remontées d'air et des courants océaniques qui modulent le climat mondial. Par ailleurs, les isotopes stables participent au calibrage des datations. Par exemple, en combinant les profils isotopiques avec des marqueurs complémentaires, comme les téphrases volcaniques ou les gaz piégés, on peut obtenir une chronologie fine des événements climatiques majeurs. Cette approche isotopique joue un rôle central dans la découverte des événements abrupts, tels que les oscillations de Dansgaard-Oeschger, qui sont des variations rapides de la température enregistrée dans les carottes du Groenland, illustrant la complexité et la variabilité du climat même au sein des cycles glaciaires. Il est également intéressant de souligner que les isotopes d'hydrogène et d'oxygène, bien que généralement corrélés, peuvent parfois présenter des variations distinctes,
fournissant des indices supplémentaires sur les mécanismes atmosphériques et océaniques en jeu. Enfin, la synthèse des données isotopiques permet une représentation graphique détaillée de l'évolution climatique, offrant un fil conducteur pour interpréter les phases d'accumulation de glace, les périodes de fonte et les transitions parfois rapides entre glaciation et interglaciation. Ainsi, grâce à l'analyse fine des isotopes stables, les scientifiques disposent d'un outil précieux pour décoder l'histoire climatique figée dans la glace, révélant à la fois un passé révolu et des mécanismes qui éclairent notre compréhension des dynamiques climatiques actuelles. Ce dévoilement minutieux des signaux isotopiques prépare le terrain pour étudier d'autres facteurs majeurs, notamment le rôle des gaz à effet de serre dans ces fluctuations, que nous aborderons dans la suite. Alors que les forçages astronomiques de Milankovitch expliquent les rythmes fondamentaux des cycles glaciaires et interglaciaires en modulant la quantité et la répartition de l'énergie solaire reçue par la Terre, le rôle des gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone, CO2, apparaît comme un élément clé dans la modulation et l'amplification de ces fluctuations climatiques. Comprendre la dynamique de ces gaz, leur origine, leurs interactions avec le système climatique, ainsi que leur impact sur l'intensité et la durée des périodes glaciaires et interglaciaires, est essentiel pour saisir la complexité des changements climatiques passés et, en partie, actuels. Le CO2, tout comme le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2SO, est un gaz à effet de serre naturellement présent dans l'atmosphère terrestre. Ces gaz ont la capacité d'absorber une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre, empêchant ainsi la chaleur de s'échapper rapidement vers l'espace. Ce phénomène, dit effet de serre, est vital pour maintenir une température compatible avec la vie. Sans effet de serre, la Terre serait une planète glacée, avec une température moyenne de surface bien inférieure à zéro. L'importance précise du CO2 dans la modulation des cycles climatiques vient du fait que ces concentrations atmosphériques varient en fonction du climat, et réciproquement, qu'elles influencent fortement ce dernier. Les carottes de glace, en particulier celles extraites du Groenland et de l'Antarctique, ont permis d'analyser des bulles d'air enfermant l'atmosphère des dernières centaines de milliers d'années. Ces analyses démontrent que la concentration de CO2 dans l'atmosphère oscille étroitement en phase avec les périodes glaciaires et interglaciaires. Par exemple, durant une période glaciaire, le taux de CO2 peut chuter à environ 180 parties par million, ppm, tandis qu'en interglaciaire, il remonte autour de 280 ppm. Ainsi, lorsque la Terre traverse une phase de refroidissement initiée par des variations orbitales, l'augmentation de la couverture glaciaire et la baisse des températures océaniques engendrent une plus grande absorption du CO2 par les océans, en particulier dans leurs zones profondes. Cette moindre concentration atmosphérique de CO2 agit alors comme un amplificateur du refroidissement, accentuant la progression des glaciations. Inversement, lors des phases de réchauffement, la fonte des glaces et la hausse de la température océanique tendent à libérer du CO2 dans l'atmosphère, renforçant l'effet de serre et amplifiant ainsi le réchauffement. Cette rétroaction positive entre CO2 et température est un facteur clé pour expliquer la rapidité et l'ampleur des transitions climatiques observées. Outre le CO2, le méthane joue également un rôle important. Ce gaz, bien que présent en quantité moindre, est beaucoup plus puissant à court terme que le CO2 pour piéger la chaleur. Ces concentrations suivent aussi les cycles glaciaires, interglaciaires, témoignant des changements dans les zones humides, la biomasse et l'activité microbienne. Le protoxyde d'azote, quant à lui, reflète les processus biologiques et les cycles de l'azote, participant également
à la modulation du climat. Plus récemment, les études paléoclimatiques ont montré que ces gaz à effet de serre interagissent étroitement avec d'autres mécanismes climatiques, tels que les variations de l'albédo liées à la surface glacée, la circulation océanique et les échanges entre couches océaniques profondes et superficielles. Ces interactions, complexes et dynamiques, créent des boucles de rétroaction qui amplifient ou atténuent les signaux astronomiques originels. Un point important est que l'impact des gaz à effet de serre dépasse souvent celui des variations orbitales seules. Par exemple, lors de périodes où l'insolation estivale aux hautes latitudes est faible, mais où la concentration en CO2 atmosphérique est relativement élevée, les conditions climatiques peuvent ne pas évoluer vers une glaciation profonde. À l'inverse, une chute drastique du CO2 peut renforcer un refroidissement, amorcé par une diminution de l'ensoleillement. Enfin, il faut souligner que la compréhension du rôle du CO2 et des autres gaz dans les cycles passés nous permet aujourd'hui de mieux appréhender les dynamiques climatiques contemporaines. L'augmentation rapide et massive des concentrations de CO2 d'origine anthropique crée une perturbation sans précédent dans les bilans énergétiques terrestres, comparable, mais dans une courbe temporelle beaucoup plus abrupte, aux mécanismes naturels qui rythmaient autrefois les glaciations. Pour conclure cette étape, le rôle des gaz à effet de serre dans la modulation des cycles climatiques représente un facteur d'amplification crucial des signaux initiés par les forçages orbitaux. Cette interaction entre forçages externes et rétroactions internes du système Terre crée la richesse des évolutions climatiques observées, révélant un système de régulation finement équilibré et sensible à de multiples influences qui auront façonné le paysage glaciaire, la faune et les populations humaines à travers les âges. Dans les prochaines sections, nous étudierons les manifestations visibles de ces cycles dans le paysage, à travers la formation des calottes, glaciers et moraines. Les cycles glaciaires, témoins majeurs de l'histoire climatique de la Terre, ne se manifestent pas seulement par des variations de température ou de composition atmosphérique, mais aussi à travers des transformations profondes des paysages terrestres. La formation des calottes glaciaires, des glaciers, ainsi que des dépôts morainiques constitue une des expressions physiques les plus remarquables de ces périodes froides. Ces éléments façonnent la topographie à long terme, imprimant leurs marques sur les reliefs, les vallées et modifiant les écosystèmes qui les accueillent. Commençons par les calottes glaciaires, masses de glace continentale d'une immense étendue, qui peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur et recouvrir des centaines de milliers de kilomètres carrés. Ces calottes se forment principalement dans les régions polaires, où les précipitations sous forme de neige s'accumulent plus rapidement qu'elles ne fondent, généralement dans un processus qui s'étend sur des dizaines de milliers d'années. Sous l'effet du poids, la neige se compacte et se transforme en glace dense et cristalline appelée névée, qui se métamorphose ensuite en glace glaciaire. Au fil du temps, cette épaisse couche de glace devient suffisamment lourde pour se déplacer sous son propre poids, parfois à l'échelle de plusieurs mètres par jour. Cette lente masse en mouvement agit comme un véritable agent d'érosion et de remodelage. Par exemple, l'immense calotte antarctique qui recouvre presque l'ensemble du continent austral et la calotte groenlandaise, brillante géante glacée, témoignent de cette dynamique. Elles jouent aussi un rôle crucial dans le cycle climatique en influençant les courants océaniques, l'albédo terrestre et le stockage de l'eau douce. Au-delà des calottes, se développent des glaciers, ces langues de glace qui s'écoulent depuis des zones d'accumulation vers des zones de fonte ou de compression, suivant la pente du terrain. Les glaciers alpins, valléens ou cirques sont des exemples typiques. Leur mouvement lent mais puissant
sculptent la roche, creusent des vallées en forme de U, caractéristiques de l'érosion glaciaire, et engendrent une variété de formes géomorphologiques impressionnantes. Arêtes vives, cirques, lacs glaciaires. Lorsque la glace glisse sur le substrat rocheux, elle exerce une force abrasive qui détache des particules de roche, appelées tiles ou moraines, qu'elle transporte ensuite sur de longues distances. Ces matériaux accumulés à l'avant ou sur les côtés du glacier constituent les moraines, véritables traces des anciennes frontières glaciaires. Moraines latérales, médianes, frontales ou terminales. Elles dessinent la géographie d'anciennes avancées glaciaires et permettent aux géologues de reconstruire l'histoire des glaciations. À l'échelle des régions autrefois recouvertes ou bordées par la glace, le relief porte la marque de ces mouvements. Les montagnes se retrouvent façonnées, arrondies ou érodées. Les plaines peuvent se remplir en partie par des dépôts glaciaires, et les anciens lits glaciaires deviennent des bassins lacustres. Ces dépressions peuvent se transformer en lacs post-glaciaires, comme les fameux lacs américains des Grands Lacs, résultat de la fonte des gigantesques calottes qui recouvraient l'Amérique du Nord jusqu'à la fin du dernier maximum glaciaire. L'impact sur la topographie est aussi visible dans la modification des réseaux hydrographiques. Le drainage naturel a été détourné par les blocs erratiques et crêtes morainiques, formant ainsi des systèmes de rivières et ruisseaux très différents de ceux qui existaient avant les glaciations. Par ailleurs, l'influence glaciaire ne se limite pas aux régions aujourd'hui polaires. Pendant les périodes glaciaires, les calottes et glaciers pouvaient couvrir des zones beaucoup plus étendues, parfois jusqu'à des latitudes moyennes. Par exemple, en Europe, la calotte de la dernière glaciation recouvrait une partie importante de la Scandinavie, du nord de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, tandis qu'en Amérique du Nord, la cordillère et les plaines canadiennes étaient majoritairement glaciées. Le mouvement des glaciers a également créé des paysages caractéristiques tels que les fjords, ces vallées glaciaires envahies par la mer, comme ceux que l'on trouve en Norvège, au Canada ou en Alaska. Ces formations marquent le passage de la glace qui a creusé profondément les vallées avant que l'eau de mer ne les envahisse lors de la remontée du niveau des océans à la fin des glaciations. Enfin, il est important de noter que la transformation du paysage par les glaciations a eu des influences écologiques majeures. Ces paysages, souvent hostiles pendant les périodes glaciaires, sont devenus des refuges pour certaines espèces adaptées au froid, tandis que la dispersion et l'isolement géographique provoqués par ces transformations ont également influencé les processus évolutifs. Cette imbrication profonde entre glaciation, formation des glaciers, moraines et relief a donc modelé des territoires visibles encore aujourd'hui et préserve une mémoire géologique essentielle. Cette mémoire constitue aussi un témoignage tangible des mécanismes climatiques dont nous avons dressé les fondations précédemment. Nous aborderons ensuite les conséquences directes de ces environnements glaciaires sur la faune et la flore, leur changement, adaptation et survie dans des conditions souvent extrêmes, ainsi que les trajectoires d'évolution de la mégafaune du Pléistocène, habituée à ce décor façonné par la glace. Les glaciations, ces périodes marquées par un refroidissement notable et une expansion massive des calottes et glaciers, ont eu des effets profonds et souvent dramatiques sur la faune et la flore terrestre. Ces bouleversements climatiques ont contraint les êtres vivants à s'adapter, à migrer ou à se replier dans des refuges, modifiant à la fois la distribution géographique des espèces et la dynamique des écosystèmes. Comprendre ces mécanismes d'adaptation et les stratégies de survie est essentiel pour saisir comment la vie a persisté et évolué face aux puissantes contraintes des cycles glaciaires, interglaciaires. Durant les phases glaciaires, les températures chutent sensiblement.
rendant les zones situées aux hautes latitudes et en altitude hostile à la plupart des formes de vie. La couverture glaciaire recouvre alors de vastes étendues, réduit la superficie des territoires habitables et modifie la disponibilité des ressources alimentaires. Les écosystèmes forestiers se contractent, remplacés par des toundras, des steppes froides ou des zones arides selon les régions. La biodiversité locale connaît ainsi un stress considérable. Face à ces conditions, certaines espèces développent des adaptations physiologiques et comportementales. Parmi les adaptations physiologiques, on observe par exemple un épaississement de la couche de fourrure chez les mammifères, un métabolisme adapté au froid et des modifications morphologiques, comme un corps plus compact, afin de limiter les pertes de chaleur, selon la règle de Bergman. Ces adaptations sont visibles chez les grands mammifères, emblématiques des périodes glaciaires, tels que les mammouths laineux, les bisons des steppes ou encore les loups arctiques. Les comportements migratoires deviennent une stratégie clé. Nombre d'espèces se déplacent vers des zones plus tempérées lorsque le climat devient défavorable, cherchant des habitats refuges où les conditions sont plus clémentes. Ces refuges se situent souvent dans des zones sudistes ou géographiquement protégées, comme les vallées profondes, les forêts denses ou certains plateaux. Ces poches de vie permettent la survie temporaire ou prolongée des populations, puis leur réexpansion lors des phases interglaciaires. En parallèle, la flore elle aussi s'adapte par modification dans la composition des communautés végétales. Les forêts tempérées cèdent la place à des formations plus résistantes au froid, comme les conifères ou les prairies froides. Certaines espèces tropicales ou méridionales voient leur aire de répartition s'amenuiser, confinées dans des refuges isolés ou disparus localement. Ces variations influencent directement la chaîne alimentaire, contraignant les herbivores et les carnivores à s'adapter ou à migrer. Les glaciations provoquent ainsi une fragmentation des habitats, conduisant à une isolation démographique des populations. Ce phénomène est un moteur important de spéciation, c'est-à-dire de formation de nouvelles espèces, par dérive génétique ou sélection naturelle dans des milieux distincts. Ce processus a contribué à la diversification biologique, malgré les contraintes environnementales sévères. Un autre aspect fondamental est la reconfiguration des réseaux écologiques. Certains animaux, herbivores comme carnivores, adaptent leur régime alimentaire à la disponibilité des ressources contextuelles. Par exemple, dans les environnements glaciaires, des herbivores se tournent vers des plantes plus ligneuses ou des lichens. Les prédateurs, quant à eux, peuvent diversifier leur proie pour survivre. Cette plasticité alimentaire est un facteur important de résilience écologique. Enfin, les glaciations ont laissé des traces tangibles en archéologie et paléontologie. Les sites fossiles et les vestiges archéologiques témoignent des déplacements, des regroupements et parfois des extinctions de populations animales. Ils illustrent aussi la manière dont les humains préhistoriques ont exploité ces milieux, développant des outils adaptés à la chasse en milieu froid et s'installant dans des zones refuges où la vie était plus supportable. En conclusion, les glaciations ont agi comme de puissants filtres écologiques, modelant la distribution des espèces et leurs adaptations. Les refuges glaciaires ont constitué des sanctuaires essentiels à la survie et au renouvellement de la biodiversité, tandis que les adaptations physiologiques et comportementales ont permis à la faune et à la flore de persister et de réémerger à chaque période plus clémente. Cette dynamique étroitement liée au cycle glaciaire-interglaciaire pose les fondations nécessaires à la compréhension des évolutions de la mégafaune du Pléistocène, que nous aborderons dans la partie suivante, ainsi que des premiers peuplements humains dans ces environnements souvent rudes. À la suite des bouleversements imposés par les cycles glaciaires interglaciaires,
Une des manifestations les plus saisissantes dans le règne animal est l'émergence et l'évolution de la mégafaune du Pléistocène. Ces grandes espèces animales, souvent emblématiques tant par leur taille imposante que par leur adaptation au climat rigoureux, ont colonisé presque toutes les régions tempérées et froides de l'hémisphère nord et certaines zones d'Amérique du Sud, façonnant les communautés écologiques de cette époque. Comprendre leur diversité, leur répartition géographique et leur évolution offre une fenêtre fascinante sur la dynamique des écosystèmes lors des temps glacial et interglaciaires. Le Pléistocène, qui s'étend sur environ 2,558 millions à 11 700 ans avant notre ère, correspond à la période pendant laquelle la mégafaune a connu une diversification remarquable. Elle regroupe un ensemble varié de vertébrés dont les tailles dépassent largement celles des espèces contemporaines. Parmi les plus emblématiques figurent les mammouths, proches parents des éléphants actuels, recouverts d'une épaisse toison résistante au froid. Les tigres à dents de sabre, carnivores puissants armés de longues canines formidables. Les paresseux terrestres géants, dont certaines espèces mesuraient plusieurs mètres de long. Les rhinocéros laineux, adaptés aux steppes froides, et les bisons des steppes. La diversité ne se limite pas aux mammifères classiques. On observe aussi des oiseaux de grande taille, comme l'aigle géant ou les oiseaux coureurs géants, qui, bien que moins connus, témoignent de la richesse floristique et faunique. Les herbivores, nombreux et variés, fournissaient une base alimentaire essentielle pour les carnivores, tout en jouant un rôle fondamental dans le remodelage des paysages par leurs activités de broutage et leurs déplacements. Géographiquement, la mégafaune du Pléistocène s'est surtout développée dans les régions dites biorégionales froides et tempérées de l'hémisphère nord, Amérique du Nord, Europe, Asie, avec des adaptations spécifiques selon les zones. Par exemple, le mammouth laineux, Mammuthus primigenius, s'est imposé dans la toundra et la steppe froide eurasienne, tandis que des espèces différentes subsistaient en Amérique du Nord, adaptées aux conditions locales. Certaines espèces ont même franchi des barrières géographiques majeures, profitant de ponts terrestres tels que le détroit de Bering, qui reliait l'Asie et l'Amérique pendant les périodes de basse mer, liées aux glaciations, permettant des échanges fauniques intercontinentaux. Cela explique la présence de taxons communs sur plusieurs continents. L'évolution de cette mégafaune est intimement liée au changement climatique, aux fluctuations des glaciations, mais aussi aux interactions avec d'autres espèces, y compris les premiers humains. On observe que les périodes interglaciaires correspondaient souvent à des expansions rapides des populations animales, tandis que les glaciations imposaient un recul et une fragmentation des populations. Les pressions sélectives dues au froid, à la disponibilité alimentaire limitée et aux barrières géographiques sont à l'origine d'adaptations morphologiques remarquables. Développement de pelages épais, accumulation de réserves de graisse, modification dentaire adaptée à une alimentation abrasive, et taille corporelle parfois énorme, favorisées car elles améliorent le maintien de la chaleur corporelle. Cette lente évolution n'était pas linéaire, mais rythmée par des phases d'expansion et de contraction, mêlée souvent à des épisodes d'extinction locale et de récolonisation. C'est pourquoi la mégafaune pléistocène se présente comme un collage dynamique, reflétant le jeu subtil entre environnement changeant, adaptation biologique et interaction écologique. En conclusion, l'émergence et l'évolution de la mégafaune du Pléistocène illustrent la capacité de la vie à s'adapter à des conditions climatiques extrêmes sur des temps longs, mais aussi les fragilités inhérentes à ces adaptations. La richesse et la diversité de ces grands animaux témoignent de l'importance écologique des écosystèmes glaciaires. Avant que les changements rapides de la fin du Pléistocène, tant climatiques qu'anthropiques,
ne provoquent des bouleversements majeurs que nous aborderons dans la suite de ce récit. Au fil du Pléistocène, les périodes glaciaires ont imposé aux grands mammifères des défis environnementaux considérables. L'adaptation à des conditions climatiques souvent extrêmes, caractérisées par des froids rigoureux, une végétation clairsemée et des contraintes alimentaires, a nécessité l'émergence de multiples stratégies biologiques, morphologiques et comportementales. Ces adaptations leur ont permis non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans des biotopes éphémères, marqués par la glace et la neige, forgeant ainsi la mégafaune emblématique des temps glaciaires. Parmi les principales adaptations morphologiques, l'épaississement du pelage est sans doute la plus visible. Mammouths laineux, rhinocéros laineux ou bisons des steppes développaient une fourrure dense, composée d'un sous-poil fin et d'un manteau extérieur plus long et rêche, efficace pour limiter la perte de chaleur. Cette toison dense était souvent complétée par une couche conséquente de graisse sous-cutanée, essentielle pour isoler les organes vitaux des basses températures. Par ailleurs, la taille et la morphologie corporelle suivaient ce qu'on appelle la règle de Bergmann, selon laquelle les mammifères vivant dans des climats froids tendent à être plus grands et plus robustes. Une masse plus importante réduit le rapport surface-volume, limitant ainsi la déperdition de chaleur. Les mammouths, avec leur stature imposante, en sont un parfait exemple. La forme générale du corps, souvent plus compacte avec des extrémités raccourcies, oreilles, queue, membres, s'inscrit également dans ce principe, évitant les pertes thermiques par les zones périphériques. Les adaptations dentaires revêtaient aussi un caractère crucial. Dans les environnements glaciaires, la nourriture disponible, surtout végétale, était souvent rude, composée d'herbes sèches, de lichens, d'arbustes coriaces ou de branches ligneuses. Les grands herbivores ont donc développé des dents particulièrement solides, avec des molaires à grande couronne, adaptées au broyage de matériaux abrasifs. Cela garantissait une mastication efficace, limitant l'usure rapide. Concernant les stratégies comportementales, la migration saisonnière était une réponse essentielle aux variations climatiques et à la disponibilité en nourriture. Certains grands mammifères, comme les rennes ou les bisons des steppes, effectuaient des déplacements réguliers vers des zones plus favorables pendant les hivers très rigoureux, exploitant les ressources de manière optimale et évitant les pénuries critiques. Le comportement social jouait un rôle fondamental dans la survie. Les troupeaux permettaient d'assurer une protection collective contre les prédateurs, de mieux se protéger du froid par regroupement et de favoriser la transmission des savoirs et des itinéraires migratoires. Cette vie en groupe présentait aussi des avantages pour l'élevage des jeunes, la recherche de nourriture et l'orientation dans des paysages glaciaires souvent hostiles. Les stratégies de reproduction et de cycle de vie étaient aussi impactées. La plupart de ces mammifères présentaient des périodes de gestation adaptées pour que la naissance des petits coïncide avec des saisons où les ressources alimentaires étaient maximales, optimisant les chances de survie des nouveau-nés. Certains développèrent également des adaptations métaboliques pour entrer dans des phases de léthargie ou de réduction des besoins énergétiques en période de pénurie. Enfin, il est important de souligner que ces adaptations ne se faisaient pas toujours isolément. Elles résultaient d'un enchevêtrement complexe de facteurs génétiques, écologiques et culturels, en interaction constante avec les modifications progressives des paysages glaciaires. L'isolement dans des refuges glaciaires favorisait aussi la divergence génétique, participant à la formation de sous-espèces ou d'espèces distinctes, toutes adaptées à ces environnements extrêmes. Ainsi, la mégafaune pléistocène illustre une remarquable capacité d'adaptation aux environnements glacés. La combinaison de modifications physiques, de comportements sociaux et migratoires, ainsi que d'ajustements physiologiques,
faisait de ces grands mammifères des acteurs résilients dans des écosystèmes en perpétuelle évolution. Ces stratégies d'adaptation préparent le terrain pour explorer, dans les chapitres suivants, les interactions encore plus complexes entre ces animaux et les premiers humains qui peuplèrent ces contrées froides. Les environnements glaciaires du Pléistocène, avec leurs conditions climatiques rigoureuses et leurs paysages souvent hostiles, ont constitué un cadre extrêmement exigeant pour les premiers peuplements humains. Pourtant, loin d'être des obstacles insurmontables, ces environnements ont stimulé une formidable capacité d'adaptation chez nos ancêtres, tant sur le plan technique que culturel. Cette période marquée par les grands froids a vu émerger des innovations essentielles qui témoignent de l'ingéniosité humaine et de sa résilience face aux défis climatiques. Les premiers groupes humains modernes, ainsi que leurs prédécesseurs hominidés, tels que Homo heidelbergensis ou Homo neanderthalensis, se sont progressivement installés dans des zones glaciaires ou périglaciaires, où la survie dépendait d'une bonne connaissance du milieu et d'outils adaptés. Ils ont dû apprendre à exploiter efficacement les ressources limitées tout en se protégeant des températures basses et des variations saisonnières extrêmes. Sur le plan technique, l'innovation majeure fut le développement d'outils de pierre extrêmement travaillés et spécialisés. Les industries lithiques du Paléolithique supérieur, par exemple, révèlent l'apparition d'outils finement taillés, tels que les burins, les grattoirs et les pointes de projectiles, qui permettaient un travail précis du bois, de la peau et la capture efficace du gibier. L'usage du propulseur ou de l'arc, facilitant la chasse à distance, témoigne d'une maîtrise avancée des armes et de stratégies de chasse adaptées à la faune glaciaire, notamment les grands mammifères. La maîtrise du feu devint également cruciale, non seulement pour se réchauffer, mais aussi pour cuire les aliments, améliorer la digestibilité et éloigner les prédateurs. Des foyers contrôlés et des espaces communautaires protégés vinrent structurer des aires de vie où s'organisait la vie sociale. Par ailleurs, les hommes développèrent des techniques de confection de vêtements en peau et en fourrure, indispensables pour lutter contre le froid intense. Ces vêtements, souvent cousus à l'aide d'aiguilles en os, représentaient une avancée technologique majeure qui leur permettait d'occuper des territoires très froids durant plusieurs mois sans subir d'hypothermie. Sur le plan culturel, les sociétés humaines connurent une explosion de créativité et de complexité. L'apparition de l'art mobilier et pariétal dans des grottes icebergées plus ou moins proches témoigne d'une expression symbolique et rituelle riche. Les gravures, peintures, sculptures et pendeloques retrouvés illustrent un monde symbolique précis, reflétant peut-être des croyances liées à la chasse, à la nature ou à la survie collective. Les pratiques funéraires attestent aussi d'une conscience aiguë de la vie et de la mort, révélant des comportements sociaux avancés dans des environnements difficiles. Ces comportements sont des signes d'organisation sociale, de coopération et de transmission intergénérationnelle des connaissances. Les habitats se diversifièrent, des campements de plein air aux abris sous roches, en passant par des constructions plus élaborées avec des matériaux naturels. Les groupes humains s'ingénièrent à adapter leur lieu de vie pour optimiser la protection contre les intempéries, augmenter le confort et prolonger la période d'occupation. Enfin, l'organisation sociale des groupes évolua probablement en fonction des contraintes environnementales. Les regroupements en petites communautés flexibles, capables de mobiliser des ressources dispersées, représentaient un modèle efficace pour la survie. Cette mobilité, complétée par des connaissances fines des corridors migratoires des animaux et des cycles saisonniers, constitue une composante essentielle des stratégies de survie humaine. Ainsi, l'occupation humaine des environnements glaciaires du Pléistocène est une histoire d'adaptation continue,
marquée par des innovations techniques précises et une culture riche. Ces succès ont permis à l'humanité de franchir des étapes fondamentales dans son évolution, préparant l'essor des civilisations ultérieures. Dans la prochaine section, nous examinerons plus en détail les trajectoires migratoires de ces premiers peuples à travers ces vastes territoires glaciaires, en mettant en lumière les corridors terrestres et autres passages qui ont facilité ces mouvements. L'histoire des migrations humaines pendant les glaciations est intimement liée aux transformations profondes des paysages et aux fluctuations climatiques qui ont redessiné le visage de la Terre au fil des millénaires. Sous l'effet combiné de l'expansion des calottes glaciaires et de la baisse substantielle du niveau des mers, des nouvelles voies terrestres se sont ouvertes. Des corridors migratoires ont émergé, offrant des routes privilégiées pour les déplacements des premières populations humaines. Comprendre ces trajectoires, les passages terrestres exploités, ainsi que les obstacles naturels rencontrés, permet de reconstituer la dynamique du peuplement planétaire dans un contexte climatique mouvant. Lors des périodes glaciaires, la formation des immenses calottes polaires s'accompagne inévitablement d'une importante accumulation d'eau douce sous forme de glace continentale, ce qui provoque une baisse significative du niveau global des mers, pouvant atteindre jusqu'à 120 mètres par rapport aux niveaux actuels. Cette baisse dégage ainsi des espaces désormais émergés qui relient certains continents autrefois séparés par des détroits ou des mers peu profondes. L'un des exemples les plus emblématiques est le pont terrestre de Bering, qui séparait autrefois l'Asie de l'Amérique du Nord. Durant les glaciations, cette zone est devenue une vaste plaine, appelée Beringia, que les humains ont empruntée pour migrer du continent asiatique vers les Amériques. Ce passage terrestre a joué un rôle crucial dans la diffusion des populations humaines, ouvrant la voie aux premiers colonisateurs du Nouveau Monde. Les plaines fertiles et le climat plus tempéré de cette région ont constitué des refuges temporaires, ainsi que des corridors naturels pour le déplacement progressif vers le sud. Un autre passage notable est l'isthme de Panama, qui, bien qu'existant géologiquement depuis des millions d'années, a vu son rôle renforcé lors de phases de baisse du niveau marin, facilitant les échanges fauniques et humains entre l'Amérique centrale et du Sud. Ces corridors terrestres ont ainsi permis des migrations successives et des interactions entre différentes populations. En Eurasie, les populations humaines ont profité de réseaux fluviaux, de vallées et de plaines émergées, qui, conjugués à des conditions climatiques relativement supportables dans certains refuges, ont offert des corridors pour la dispersion progressive des groupes. Des régions comme la Méditerranée orientale, la Sibérie méridionale ou l'Europe centrale ont constitué des plaques tournantes majeures dans ces expansions humaines. Ces corridors n'étaient cependant pas toujours continus ni ouverts en permanence. Ils dépendaient fortement des fluctuations climatiques, du recul ou de l'avancée des glaces et de l'évolution des paysages. Ainsi, certaines routes migratoires pouvaient s'interrompre temporairement, contraignant les populations à se rétracter dans des refuges glaciaires, à modifier leurs itinéraires ou à adopter un mode de vie plus sédentaire jusqu'à la réouverture des passages. Dans certains cas, les chaînes montagneuses et les glaciers représentaient de véritables barrières naturelles. Les populations humaines ont donc dû développer des stratégies pour franchir ces obstacles, que ce soit en exploitant des cols de faible altitude, en suivant les bandes côtières ou en longeant les rivières dégagées de glace. Ces contraintes topographiques ont influencé les routes migratoires, la vitesse d'expansion et les contacts entre groupes. Les migrations n'étaient pas qu'un simple déplacement spatial. Elles impliquaient aussi une adaptation continue au changement des ressources alimentaires et des conditions climatiques le long du trajet, avec des innovations techniques, des échanges culturels et éventuellement
des métissages entre populations différentes. Les études paléo-anthropologiques et archéologiques, couplées aux données paléo-environnementales fournies par les analyses isotopiques, les carottes de glace et les archives sédimentaires, permettent aujourd'hui de reconstruire ces trajectoires migratoires avec une précision croissante. Elles montrent une histoire migratoire complexe, faite de vagues successives, d'arrêts prolongés et de résilience face à des environnements parfois très contraignants. Ainsi, les passages terrestres et corridors ouverts par les baisses du niveau marin et les modifications des paysages glaciaires ont constitué les artères vitales des migrations humaines pendant le Pléistocène. Ils expliquent en grande partie l'extension géographique rapide et progressive de notre espèce et ses prédécesseurs à travers le globe. Cette étude prépare le terrain pour examiner, dans la prochaine partie, le rôle central de la baisse du niveau des mers dans la formation des routes migratoires, tant pour les humains que pour la mégafaune, au moment des maxima glaciaires. La baisse du niveau des mers constitue l'un des phénomènes les plus marquants associés au cycle glaciaire-interglaciaire, et son rôle dans la configuration des routes migratoires humaines et animales est crucial pour comprendre la dynamique du peuplement et des échanges écologiques à l'échelle planétaire. Pendant les phases glaciaires, de vastes quantités d'eau douce sont retenues sous forme de glace dans les calottes polaires et les glaciers continentaux. Ce stockage massif entraîne une chute notable du niveau moyen des océans, pouvant atteindre jusqu'à 120 mètres en dessous du niveau actuel. Cette baisse significative provoque l'émergence de grandes zones terrestres, autrement submergées, modifiant la géographie côtière, élargissant les plateformes continentales et, surtout, faisant apparaître des ponts terrestres aujourd'hui disparus. Ces ponts terrestres, ou corridors, sont devenus des voies majeures pour le déplacement des populations animales comme humaines. Le plus célèbre est le pont de Bering, qui reliait autrefois la Sibérie à l'Alaska, ouvrant une voie d'invasion essentielle permettant aux premiers humains de coloniser l'Amérique. En période de haute mer, cette zone est submergée par le détroit de Bering, mais durant la glaciation, elle devenait une vaste steppe froide, une plaine riche en ressources, offrant un passage facilement praticable. D'autres ponts terrestres moins connus ont aussi joué un rôle fondamental. Le détroit de Malacca, reliant la péninsule malaise à Sumatra, le pont de Saül entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, ainsi que celui reliant la Grande-Bretagne au continent européen via la Manche. Ces passages ont relié des terres pauvres en barrières naturelles, facilitant les migrations et échanges biologiques. La disponibilité accrue de ces corridors a permis aux populations humaines nomades de suivre les troupeaux de mégafaune, principale source de subsistance, en s'adaptant progressivement à de nouveaux environnements. Le retour à des niveaux marins plus élevés durant les interglaciaires a parfois coupé ces routes, isolant des populations et favorisant la formation de divers groupes humains distincts. Par ailleurs, cette dynamique a aussi influencé la distribution des espèces animales. Les ponts terrestres ont facilité les échanges fauniques intercontinentaux. On observe ainsi une faune largement partagée entre l'Eurasie et l'Amérique du Nord durant le Pléistocène tardif. La libre circulation des animaux à travers ces corridors permettait le maintien d'une biodiversité riche, et leur fermeture pouvait au contraire isoler des espèces, parfois au cœur d'extinctions locales. Il faut ajouter que la modification des côtes et l'élargissement des plaines continentales ont aussi créé de nouveaux habitats, notamment des steppes, prairies et milieux périglaciaires, favorisant certaines espèces adaptées à ces milieux ouverts, aussi bien animales que végétales. Cela modifiait par ailleurs la dynamique des ressources et la distribution des aliments, impactant directement les stratégies de survie
et de déplacement. En somme, la baisse du niveau des mers a été un facteur géographique et écologique déterminant dans l'histoire des migrations humaines et animales. Elle a ouvert des routes cruciales, fait et défait des ponts entre continents et influencé la diversité biologique à large échelle. Ces changements ont aussi joué un rôle majeur dans les interactions complexes entre humains et mégafaune que nous étudierons dans les prochains chapitres, tout comme dans les extinctions massives survenues à la fin du Pléistocène. Ainsi, le rôle de la baisse du niveau des mers dépasse la simple idée d'un changement de paysage. C'est une clé pour comprendre comment les vies animales et humaines ont prospéré, migré, puis parfois décliné, dans un décor glaciaire en perpétuel mouvement. L'interaction entre les premiers humains et la mégafaune du Pléistocène constitue un volet majeur de l'histoire écologique et culturelle de notre planète. Ces relations complexes, mêlant chasse, cohabitation et impact écologique, ont profondément influencé tant la dynamique des populations animales que l'évolution des sociétés humaines, dans un contexte marqué par des changements environnementaux intenses. La chasse à la mégafaune représente sans doute la facette la plus emblématique de cette interaction. Les grands mammifères, tels que les mammouths, les bisons, les chevaux sauvages et même les redoutables tigres à dents de sabre, constituaient des ressources vitales pour les humains. Leur chasse fournissait non seulement une quantité importante de viande, mais également des matières premières pour la fabrication d'outils, os, ivoire, d'armes et d'abris. Cette exploitation intensive a nécessité le développement de techniques de chasse sophistiquées, adaptées aux proies souvent dangereuses et puissantes. L'archéologie révèle l'utilisation d'armes élaborées comme les lances, les saguets ou les propulseurs, combinées à des stratégies collectives planifiées. La coordination sociale et la transmission de savoir étaient indispensables pour réussir une chasse menée contre des animaux imposants et parfois agressifs. Ces pratiques ont également favorisé le développement culturel, la coopération et une meilleure organisation des groupes humains. Cependant, la chasse à grande échelle aurait pu engendrer des pressions importantes sur les populations animales, contribuant à leur déclin. Certains chercheurs avancent que l'impact anthropique, couplé au changement climatique, aurait pu accentuer le rythme des extinctions massives de la mégafaune à la fin du Pléistocène. La chasse excessive, surtout dans un contexte où les habitats se fragmentaient sous l'effet des glaciations, aurait pu perturber l'équilibre écologique, créant des effets en cascade. La cohabitation entre humains et mégafaune ne se limitait pas à la simple dynamique prédateur-proie. Des compartiments écologiques partagés ont souvent été observés où la présence humaine et animale s'est superposée. Par exemple, certaines zones aujourd'hui identifiées comme des habitats humains antiques montrent la coexistence temporelle avec des populations animales sauvages. Cette proximité a pu générer des échanges indirects, influençant la disponibilité des ressources, les comportements de chasse, voire les mouvements migratoires. Outre les prélèvements directs, les activités humaines telles que l'usage du feu ont eu un impact sur les écosystèmes. La transformation volontaire ou accidentelle des paysages par le feu, utilisée pour faciliter la chasse ou renouveler les pâturages, a modifié la structure végétale, influençant la répartition de la mégafaune et les équilibres trophiques. Les conséquences écologiques de ces relations ont été profondes. La diminution progressive de certaines espèces majeures a bouleversé les réseaux alimentaires et les dynamiques des habitats. La perte de grands herbivores a pu entraîner une expansion de certaines végétations, modifiant les sols et la composition des communautés biologiques. Ces transformations ont contribué à remodeler les écosystèmes, favorisant l'émergence de nouvelles niches écologiques. Par ailleurs, le lien étroit entre humains et mégafaune a aussi façonné les dimensions culturelles et symboliques des sociétés préhistoriques.
La représentation artistique, les mythes et rituels autour des animaux géants témoignent de l'importance de cette connexion, mêlant respect, crainte et dépendance. En résumé, les interactions entre humains et mégafaune durant le Pléistocène sont à la fois un récit d'adaptation, d'exploitation et de coévolution. Elles illustrent un équilibre fragile aux multiples facettes entre la survie, la compétition, l'innovation sociale et les conséquences écologiques. Ce contexte complexe ouvre la voie aux études de cas des extinctions massives qui marquent la fin de cette époque, où les pressions naturelles et humaines s'entrelacent pour redessiner la biodiversité terrestre. À la fin du Pléistocène, il y a environ 12 000 ans, la Terre a connu une série d'extinctions massives qui ont particulièrement frappé la mégafaune. Ces animaux géants qui avaient peuplé les régions tempérées et froides du globe pendant des centaines de milliers d'années. Mammouths laineux, tigres à dents de sabre, lions des cavernes, paresseux géants et de nombreuses autres espèces ont disparu dans un laps de temps relativement court en termes géologiques. Ces événements dramatiques, qui marquent la transition entre le Pléistocène et l'Holocène, soulèvent depuis longtemps de nombreuses questions sur les causes, les mécanismes et les conséquences de ces extinctions. Commençons par le mammouth laineux, probablement le plus emblématique de cette mégafaune disparue. Ces éléphants adaptés au froid, recouverts d'une épaisse fourrure et dotés de longues défenses courbes, étaient largement répartis sur les steppes eurasiennes et nord-américaines. Leur extinction s'est produite progressivement, avec des populations refuges qui ont subsisté plus longtemps dans certaines régions isolées, comme l'île de Wrangel, en Sibérie, jusqu'à il y a environ 4000 ans. La disparition progressive du mammouth illustre bien la complexité du phénomène. Impact combiné des changements climatiques rapides à la fin de la dernière glaciation et de la pression croissante exercée par la chasse humaine. Les tigres à dents de sabre, représentant fascinants des grands carnivores du Pléistocène, ont également disparu à cette époque. Leur disparition s'explique en partie par la raréfaction de leur proie, grande mégafaune herbivore déclinante. Ces super prédateurs, spécialisés dans la chasse de grands herbivores, ont ainsi été particulièrement vulnérables aux bouleversements écologiques. Leur disparition marque une rupture dans les chaînes trophiques qui régissaient les écosystèmes froids. Outre les mammifères, de nombreuses autres espèces telles que les paresseux terrestres géants, les bisons des steppes et un grand nombre d'oiseaux de grande taille ont eux aussi disparu. Chaque extinction a modifié la composition des communautés biologiques et l'équilibre écologique. Les causes exactes de ces extinctions massives sont encore débattues, avec une part de responsabilité attribuée aux fluctuations climatiques intenses caractérisant la fin du Pléistocène. Le réchauffement rapide et l'effondrement des habitats adaptés au froid ont contraint certaines espèces à la rétraction, voire à la disparition. Cependant, l'influence humaine, via la chasse intensive et la modification des habitats, feu, compétition avec d'autres espèces, joue un rôle crucial dans ce contexte. La coïncidence temporelle entre la diffusion progressive des populations humaines modernes et la disparition de la mégafaune suggère une forte interaction entre pression climatique et anthropique. Certaines théories évoquent aussi des facteurs complémentaires, comme des maladies, des événements catastrophiques ponctuels ou des changements dans les cycles nutritifs et les interactions écologiques complexes entre espèces. Au-delà de la question des causes, ces extinctions ont eu des conséquences durables. Elles ont conduit à un bouleversement profond des paysages et des réseaux trophiques, ouvrant la voie à des écosystèmes nouveaux, dominés par des espèces de taille plus modérée, modifiant ainsi la biodiversité et l'organisation des communautés vivantes. En résumé, les extinctions massives de la mégafaune à la fin du Pléistocène constituent un moment charnière de l'histoire naturelle,
révélateur des interactions complexes entre climat, évolution biologique et activités humaines. L'analyse détaillée de ces cas offre un éclairage essentiel pour mieux comprendre la vulnérabilité des espèces face aux changements rapides, une leçon toujours d'actualité, alors que le climat mondial subit de nouvelles perturbations. L'étude des extinctions massives ayant touché la mégafaune à la fin du Pléistocène soulève une question centrale qui a animé de nombreux débats scientifiques. Dans quelle mesure ces disparitions sont-elles dues aux facteurs climatiques, aux pressions anthropiques ou à une interaction complexe des deux? Pour appréhender pleinement cet enjeu, il convient d'analyser de manière comparative les contributions respectives de ces forces naturelles et humaines, en étudiant les preuves issues de diverses disciplines: paléoclimatologie, archéologie, paléontologie et écologie. D'un côté, les facteurs climatiques sont incontestables. La transition rapide du dernier maximum glaciaire vers l'Holocène s'est accompagnée d'un réchauffement global, d'une modification radicale des habitats et d'une redistribution des zones bioclimatiques. Ces bouleversements ont entraîné la contraction ou la disparition de nombreux écosystèmes froids et ouverts, habitat principal de la mégafaune glaciaire. Les cycles climatiques affectaient non seulement la température, mais aussi la disponibilité en eau, la composition végétale et la stabilité des ressources alimentaires. Ces modifications ont directement mis sous pression les populations animales, provoquant fragmentation des habitats et isolement génétique. La vitesse de ces changements, souvent considérée comme rapide en termes géologiques, a rendu difficile l'adaptation ou la migration des espèces les plus spécialisées. Par exemple, la fonte rapide des glaciers a transformé les steppes froides en forêts plus denses, habitats moins favorables aux grands herbivores, adaptés au pâturage ouvert. Ces contraintes environnementales ont donc joué un rôle déterminant, favorisant les crises écologiques et les extinctions. De l'autre côté, le rôle de la pression anthropique, c'est-à-dire les impacts directs ou indirects des populations humaines sur la mégafaune, est également significatif. Les preuves archéologiques montrent une expansion concomitante des humains modernes, dotés d'outils perfectionnés, capables de pratiques de chasse organisées. Cette pression nouvelle a pu déstabiliser des populations animales déjà fragilisées par les changements climatiques. La surexploitation par la chasse, combinée à une faible capacité de reproduction et à des habitats réduits, a très probablement accéléré la disparition de certains groupes. C'est ce que suggèrent notamment les corrélations chronologiques entre apparition de techniques de chasse sophistiquées et diminution des populations animales. Par ailleurs, les activités humaines modifiaient les paysages par le feu et la gestion des territoires, impactant indirectement les ressources disponibles. La coexistence temporelle des deux facteurs invite à une compréhension nuancée. Les extinctions massives du Pléistocène s'expliqueraient par une synergie entre changement climatique rapide et intensification des pressions humaines. Les interactions entre conditions environnementales défavorables et exploitation humaine auraient créé un effet cocktail conduisant à la perte accélérée de la mégafaune. Certaines régions présentent des cas contrastés. Dans des zones peu peuplées, les extinctions sont principalement expliquées par les changements climatiques, tandis que dans d'autres, où la pression humaine était plus forte, les impacts anthropiques semblent avoir prévalu. Cette variabilité géographique enrichit notre compréhension et souligne la nécessité d'études régionales approfondies. Enfin, les modèles écologiques et les simulations informatiques contemporains permettent désormais d'intégrer ces multiples paramètres pour reproduire les dynamiques d'extinction et affiner la part de responsabilité relative des facteurs climatiques et humains. Ces recherches tendent à montrer qu'aucun facteur isolé ne suffit à expliquer pleinement ces événements, mais qu'il s'agit d'un système complexe,
où le changement climatique prépare le terrain et où l'homme agit en agent déclencheur ou amplificateur. En conclusion, l'analyse comparative des facteurs climatiques et anthropiques dans les extinctions massives du Pléistocène révèle une interaction étroite et souvent complémentaire. La compréhension de cette complexité est essentielle, non seulement pour reconstituer le passé, mais aussi pour éclairer les enjeux actuels de conservation biologique face aux changements globaux et pour anticiper les réponses des écosystèmes aux pressions multiples et croisées auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. Les extinctions massives de la mégafaune à la fin du Pléistocène ont laissé des traces profondes et durables sur les écosystèmes terrestres, tant sur le plan écologique que paysager. Ces disparitions d'espèces géantes, souvent considérées comme des ingénieurs clés des écosystèmes, ont déclenché une cascade de transformations ayant modifié la structure, la fonction et l'évolution des milieux naturels à l'échelle globale. Sur le plan écologique, les grands herbivores jouaient un rôle irremplaçable dans la régulation des végétations. Leur activité de pâturage, de piétinement et de dispersion des graines contribuait à maintenir un équilibre dynamique entre prairies, savanes et zones boisées. Par leur présence, ils limitaient la consolidation excessive de certains types de végétation, favorisant une mosaïque d'habitats propice à une grande diversité biologique. Leur disparition a souvent conduit à une augmentation de la densité forestière, modifiant les cycles du carbone et influençant le climat régional. Par ailleurs, les grands prédateurs associés à cette mégafaune, tels que les tigres à dents de sabre ou les lions des cavernes, participaient également à la régulation des populations d'herbivores, empêchant leur surpopulation et les dommages écologiques qui en découlaient. Leur extinction a ainsi altéré les équilibres trophiques, parfois à l'origine d'effets en cascade affectant la biodiversité et la résilience des écosystèmes. Les espaces ouverts, typiques des régions glaciaires et périglaciaires, ont peu à peu laissé place à des paysages plus fermés, notamment des forêts. Cette évolution a modifié les conditions abiotiques telles que la température au sol, l'humidité et la lumière disponible, affectant de nombreuses espèces végétales et animales dépendant de milieux ouverts. Du point de vue paysager, la disparition des méga-herbivores a également eu des implications physiques. Ces animaux étaient de véritables architectes du paysage, remodelant les sols par leur déplacement, favorisant les dynamiques alluviales et maintenant des corridors naturels dans les écosystèmes. Leur absence a rendu certains espaces moins dynamiques, provoquant une sédentarisation accrue des végétations et une modification durable des sols. Les traces fossiles et paléoécologiques montrent également que ces changements ont influencé les cycles hydrologiques. Par exemple, la disparition de la faune géante a pu entraîner un ralentissement des mouvements sédimentaires et une modification des cours d'eau, impactant ainsi la formation des habitats aquatiques ou humides. Ces transformations ont eu des répercussions directes sur les populations humaines post-pléistocène, qui ont dû s'adapter à des écosystèmes remodelés, avec des ressources alimentaires différentes, une faune réduite en taille et diversité, et des paysages modifiés propices à de nouvelles pratiques économiques et culturelles. En somme, les extinctions des espèces géantes ont eu un effet de rupture écologique, marquant la transition vers des écosystèmes plus modernes, caractérisés par des communautés animales et végétales distinctes et par différentes dynamiques paysagères. La compréhension de ces conséquences éclaire les interactions fines entre biodiversité, fonctionnement des écosystèmes et évolution des paysages, soulignant la fragilité et la complexité des équilibres naturels face aux bouleversements rapides, qu'ils soient d'origine naturelle ou induits par l'homme. Dans la suite de cette exploration, nous verrons comment, face à ces changements,
les humains ont continué à développer des adaptations culturelles et sociales, témoignant de leur capacité à naviguer dans un monde en mutation. Alors que les cycles glaciaires et interglaciaires ont provoqué des variations climatiques intenses et souvent rapides, l'humanité préhistorique a montré une remarquable capacité d'adaptation à cette variabilité. Plus qu'une simple survie, ces adaptations se sont traduites par des innovations culturelles, artistiques et sociales qui ont modelé et renforcé les modes de vie humains face aux défis imposés par des environnements souvent hostiles. La culture a joué un rôle pivot dans ces processus d'adaptation. Face à des paysages changeants où la faune, la flore et le climat variaient constamment, les groupes humains ont développé des techniques sophistiquées de fabrication d'outils en pierre, en os, en bois et en ivoire, permettant non seulement une meilleure exploitation des ressources, mais aussi l'élaboration d'objets spécialisés pour la chasse, la préparation des aliments et la confection de vêtements adaptés aux basses températures. Ces innovations technologiques témoignent d'une compréhension fine des matériaux, ainsi que d'une transmission intergénérationnelle des savoir-faire. Parallèlement, l'art rupestre et mobilier a connu une floraison remarquable durant le Paléolithique supérieur, période coïncidant avec les dernières grandes glaciations. Ces manifestations artistiques, peintures, gravures, sculptures, n'étaient pas seulement décoratives. Elles traduisent une expression symbolique complexe, liée à des croyances, des rituels, voire à une communication sociale élaborée. La représentation des animaux, des silhouettes humaines, des signes abstraits, révèle une conscience aiguë de l'environnement et des interactions avec le monde naturel, ainsi que la construction d'identités collectives. Sur le plan social, les groupes humains ont développé des formes d'organisation flexibles et coopératives permettant d'affronter les aléas du climat et les obstacles écologiques. La vie en bande composée de plusieurs familles, partageant les tâches de chasse, de cueillette, de fabrication d'outils et de protection, favorisait la cohésion sociale et l'échange des connaissances. Cela incluait également des stratégies de mobilité saisonnière, l'accès à des refuges sécurisés pendant l'hiver, et la mise en place de réseaux d'échange entre groupes éloignés, facilitant la circulation des biens, des idées et des gènes. Ces adaptations sociales ont permis une résilience certaine face aux fluctuations climatiques, renforçant la capacité des populations à se réorganiser rapidement face à des perturbations, qu'elles soient climatiques, écologiques ou liées aux interactions intergroupes. Enfin, la gestion consciente des ressources et des territoires, à travers des pratiques respectueuses ou sélectives, marque une première forme de relation équilibrée avec l'environnement. Cette approche a pu jouer un rôle clé pour garantir la durabilité des modes de vie et prémunir contre des extinctions locales ou la disparition de ressources essentielles. Ainsi, la persistance d'adaptations humaines face à la variabilité climatique s'exprime par une synergie riche entre techniques, expressions artistiques et structures sociales. Cette alliance a participé non seulement à la survie, mais aussi à l'émergence de cultures complexes qui posent les bases des civilisations futures. L'étude de ces dynamiques nous invite à réfléchir aux stratégies d'adaptation humaines actuelles face aux changements globaux, tout en préparant le terrain pour explorer les apports de la paléoclimatologie moderne, qui nous renseigne sur ces interactions passées par le biais de modélisation, simulation et découvertes récentes. La paléoclimatologie moderne s'appuie sur des avancées technologiques et méthodologiques qui ont révolutionné notre compréhension des climats passés, notamment des cycles glaciaires, interglaciaires. Grâce à la combinaison de modélisation numérique, de simulations informatiques sophistiquées et des découvertes récentes issues de diverses archives naturelles, les scientifiques peuvent désormais reconstruire les dynamiques climatiques passées avec une précision et une profondeur inédites.
tout en anticipant les réponses futures du système climatique. Au cœur de ces progrès, la modélisation climatique joue un rôle central. Les modèles numériques, développés initialement pour la météorologie, ont été adaptés pour simuler le comportement du climat terrestre sur des dizaines de milliers d'années. Ces modèles intègrent un grand nombre de paramètres: variations orbitales de la Terre, composition atmosphérique en gaz à effet de serre, circulation océanique, interaction entre cryosphère, atmosphère et biosphère. En simulant ces interactions complexes, ils permettent d'explorer comment les changements astronomiques se traduisent en modifications climatiques globales et régionales. Les simulations numériques offrent ainsi des expériences virtuelles où l'on peut tester différentes hypothèses concernant l'impact des forçages naturels, la dynamique des calottes glaciaires, ou encore les rétroactions liées à la couverture végétale. Elles aident à comprendre les mécanismes des transitions rapides entre glaciation et interglaciaire, ainsi que les événements climatiques abrupts comme les oscillations de Dansgaard-Oeschger. Parallèlement, de nouvelles découvertes issues de carottes de glace, de sédiments marins et lacustres, de coraux fossiles ou encore de pollen fossilisé enrichissent continuellement la base de données paléoclimatiques. Ces archives multiproxy sont analysées avec des techniques de pointe, notamment des datations plus précises par des méthodes isotopiques ou radiométriques, ainsi qu'une résolution temporelle de plus en plus fine. L'association des données empiriques avec les modèles numériques permet de valider les scénarios climatiques proposés et de détecter des nuances auparavant inconnues. Par exemple, la meilleure compréhension des concentrations passées de CO2, de méthane et de leurs interactions avec le climat révolutionne la manière dont on perçoit le rôle des gaz à effet de serre dans la modulation des cycles glaciaires. De surcroît, la paléoclimatologie moderne bénéficie également des avancées en intelligence artificielle et en apprentissage automatique, utilisées pour analyser de vastes ensembles de données, détecter des patterns complexes et améliorer la précision des prédictions climatiques. Ces apports combinés ouvrent aussi des perspectives pour l'étude des impacts climatiques sur la biodiversité et les civilisations humaines anciennes, clarifiant comment les sociétés ont dû s'adapter à des conditions changeantes, ce qui est primordial pour notre compréhension actuelle de la vulnérabilité humaine face aux changements globaux. En somme, la paléoclimatologie moderne, par la synergie entre modélisation, simulation et découverte constante, constitue un outil puissant pour décrypter les archives climatiques anciennes. Elle enrichit notre connaissance des mécanismes à l'origine des cycles glaciaires, interglaciaires, précède et prépare l'analyse des implications contemporaines liées aux changements climatiques actuels et futurs. Ce champ scientifique dynamique se situe au croisement des disciplines géoscientifiques, biologiques et sociales, s'imposant comme une clé essentielle pour anticiper les défis climatiques du XXIe siècle et au-delà. L'étude approfondie du passé glaciaire de la Terre ne constitue pas seulement un volet fascinant de la science historique du climat, mais s'avère également indispensable pour éclairer les défis climatiques contemporains et futurs auxquels notre planète est confrontée. En effet, comprendre les mécanismes, les rythmes et les effets des cycles glaciaires, interglaciaires permet de situer les changements actuels dans une perspective temporelle longue, d'appréhender la complexité des interactions climatiques et de fournir des outils pour anticiper l'évolution climatique à venir. Les archives glaciaires, sédimentaires, isotopiques et biologiques du passé révèlent que le climat terrestre est un système dynamique marqué par des rétroactions multiples. Ces cycles anciens nous montrent que même de légères variations orbitales peuvent, par une série d'amplifications via les gaz à effet de serre,
la couverture de glace et la végétation, entraîner d'importants bouleversements climatiques. Cette sensibilité souligne la fragilité du système climatique, qui peut basculer entre états très différents selon des paramètres parfois subtils. Aujourd'hui, alors que les activités humaines entraînent une augmentation rapide des concentrations en gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone et le méthane, à un rythme sans précédent dans l'histoire géologique récente, il est crucial de comprendre comment ces gaz ont influencé les climats passés. Les expériences naturelles des périodes glaciaires, interglaciaires, apportent ainsi un cadre pour évaluer les conséquences possibles d'un forçage anthropique ajouté aux dynamiques naturelles. Les modèles climatiques actuels, nourris par les données paléoclimatiques, permettent d'explorer divers scénarios d'évolution en intégrant les interactions entre air, océan, glaciers et biosphère. Ces simulations montrent que la Terre pourrait connaître des changements rapides et profonds, comparables aux transitions glaciaires, si certaines conditions sont réunies, avec des impacts majeurs sur les écosystèmes et les sociétés humaines. Par ailleurs, les reconstructions du passé glaciaire illustrent les effets des changements de température, de précipitations et de niveau de la mer sur les paysages, la biodiversité et les populations humaines. Cette connaissance est essentielle pour anticiper les conséquences des futures variations climatiques et pour élaborer des stratégies d'adaptation efficaces, fondées sur la résilience écologique et sociale. Enfin, le passé glaciaire nous enseigne aussi l'importance des rétroactions et des seuils critiques dans le système Terre. Il nous invite à une vigilance accrue face aux perturbations actuelles, afin d'éviter des basculements irréversibles aux impacts irréparables. L'interdisciplinarité entre paléoclimatologie, écologie, anthropologie et sciences sociales devient alors un levier fondamental pour répondre aux enjeux globaux. En somme, étudier les cycles glaciaires interglaciaires et leurs mécanismes offre non seulement une compréhension fine des climats antiques, mais constitue surtout un outil puissant pour anticiper et mieux gérer les changements climatiques contemporains et futurs. C'est un appel à conjuguer savoir, prudence et action pour préserver l'équilibre fragile qui soutient la vie sur Terre.